Voilà, on passe à la page des sports et on commence avec de la lutte sénégalaise et la victoire hier soir de Eumeu Sène. Bonjour Lise-Laure. Bonjour, alors c'était au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar dans une ambiance de fête. Eumeu Sène et son adversaire ont fait le spectacle avec des chorégraphies à la joie de leurs supporters survoltés. On est ensuite passé au combat et il a fallu 1 minute à Eumeu Sène pour terrasser son adversaire Bombardier. Des secondes d'observation, puis des coups de poing foudroyants de Bombardier qui pèse 130 kg. Eumeu Sène résiste et finit par le déséquilibrer. Le colosse va poser ses mains et ses 2 genoux dans l'arène et perd sa couronne qu'il détenait depuis 2014. Alors Eumeu Sène sacré roi des arènes, c'est le 2e titre pour son écurie située à Pikine, une commune de Dakar. On écoute la joie des supporters. C'est aujourd'hui que Dieu la décide et nous sommes très contents et nous sommes très fiers de lui. Qui connaît Pikine connaît qu'il y a que des champions. Couronne va rester Pikine pour 100 ans. C'est fini maintenant. Couronne va rester Pikine. On quitte le foot on quitte la lutte pour le foot, Lise-Laure, avec une vidéo qui a fait beaucoup de bruit. Elle a été postée par le footballeur Aristide Bansé. Oui, l'international burkinabé qui évolue en Égypte dans le club d'Al Masry de Port Saïd. Alors, il dénonce dans cette vidéo les mauvais traitements dont sont victimes les footballeurs subsahariens au Maghreb, selon lui, avec, vous allez l'entendre, des mots très très durs. Nous les Africains, on joue sur notre continent et je pense que nous sommes traités comme des esclaves. Et ça continue. Et je pense que le président de la CAF, il doit vraiment regarder. Il doit vraiment voir ce qui se passe. Parce que je pense que trop, c'est trop, quoi. Voilà, trop, c'est trop. Et je prends les pays en exemple. Je prends un pays comme la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, etc. Tous les pays maghrébins. Je pense qu'il y a beaucoup de nos frères noirs qui souffrent là-bas. Je dis bien qu'ils souffrent. Et moi, j'ai un ami tout à l'heure qui vient de m'écrire et on joue dans le même club. Il est là-bas en Égypte et ils ont bloqué son passeport. L'équipe a bloqué son passeport, on refuse de lui remettre son passeport. Et ils ont falsifié, comment on appelle ça, un document où dit que non, qu'il a reçu tout son argent. Et la fédération là-bas en Égypte soutient le club. Mais vraiment, je vous dis que vraiment c'est grave. On est traités comme des esclaves, c'est grave. Quelle réaction à cette vidéo, Lise-Laure? Alors, difficile d'avoir des réactions, notamment en Égypte. En revanche, au Maghreb, dans la presse, Tunisien Info, titre « Aristide Bansé dénonce le racisme en Afrique noire ». Les sites marocains et algériens 360 Sport et DZ Foot mettent en avant le qualificatif d'esclave que l'on vient d'entendre. Alors, est-ce que ce mot est excessif? Réponse de Christian Bongo, qui est un agent de joueurs qui suit particulièrement la carrière des footballeurs noirs au Maghreb. Le mot esclavagiste ou esclavage ici n'est pas tout à fait exagéré. Il dit exactement ce que vivent ces joueurs-là. Pour la plupart, ils n'ont pas de titre de séjour, ils vivent dans l'illégalité. Pour la plupart, ils ne sont pas payés, ils subissent des rétentions de passeport. Et aujourd'hui, ces joueurs évoluent dans un environnement et dans un championnat dont on leur demande des performances au-dessus de la moyenne qu'ils ne peuvent pas toujours produire. Je pense que la CAF doit se saisir à bras le corps de ce problème parce que c'est un problème social et de conditions humaines. Elle doit interpeller, n'est-ce pas, les fédérations de ces pays, de leur demander de respecter les obligations contractuelles et de traiter au mieux ces joueurs comme des êtres humains et surtout de leur mettre dans des conditions idoines pour pouvoir réellement faire le métier pour lequel ils ont été recrutés dans ces pays. Voilà, on attend donc la réaction de la CAF, Lise-Laure. Toujours en football, on connaît le nom des 3 premières équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue africaine des champions. Oui, la Grande Ligue. Donc, il s'agit donc de l'Espérance de Tunis, de l'Étoile du Sahel, 2 équipes tunisiennes et des Congolais du tout-puissant Mazembe. En revanche, pour les Guinéens du Oroya Athletic Club de Guinée, ils ont été battus hier par le WAC, donc ça va être un peu difficile. Le Oroya de Guinée, dont le puissant président Antonio Suarez nourrit de grandes ambitions depuis qu'il a fait construire un centre de formation et qu'il dirige la Fédération guinéenne de football. Genou fort, genou faible. Vite, 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 c'est trop lent. Allez. Des exercices de jonglage pieds nus sur un terrain gorgé d'eau de pluie. Il en faut plus pour décourager les jeunes de la 2e promotion du seul centre de formation de la Guinée, toujours en construction. On n'a pas besoin de recruter un enfant à 17 ans ou à 16 ans. Il faut commencer à l'âge très tôt, l'âge de 9 ans, 13 ans. 9 ans, ils ont 9 ans de formation, 18 ans déjà, ils peuvent répondre aux besoins du peuple. Devenir professionnel, c'est le rêve de Raymond, 15 ans, détecté comme certains de ses partenaires dans les rues de Conakry.
Je rêve d'être allé en Europe comme ça, entre l'Espagne et l'Allemagne ou l'Angleterre, parce que c'est là-bas un bon football. Le bon football, c'est là-bas. Le bon football, c'est la formation, mais surtout de l'expérience. Raymond, comme Daouda, intégrera sans doute l'équipe du centre de formation, l'emblématique Oroya de Conakry, quadruple champion de Guinée qui remporta un trophée continental en 1978. Nous voulons reprendre notre place en Afrique. Il y a 5 ou 6 joueurs qui jouent maintenant dans les équipes A. Donc c'est une satisfaction et qui jouent la Ligue des Champions. C'est important. Avec ce nouveau centre de formation, la Fédération guinéenne de football espère bâtir une équipe nationale compétitive en 2023, année où le pays organisera pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations.